Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici les titres. D'abord, notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter, les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jeanne. Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique, Jeanne, aujourd'hui? Eh bien, on va parler de tag Philippine, de tag oui, mais autant du numérique, vu qu'une exposition au Grand Palais Immersif interroge justement ces liens entre graffiti et pratique digitale. On explore tout ça tout à l'heure. Dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour, le métavers ou l'histoire d'un des plus grands faux départs de l'histoire de la tech, annoncé en fanfare par Mark Zuckerberg il y a 3 ans. L'engouement semble s'éteindre à petit feu, mais une école de commerce est pourtant lancée dans l'enseignement, justement dans le métavers, et on en parle avec son créateur, son fondateur, Rudy Azout. Bonjour Rudy. Bonjour Delphine. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le cofondateur et le président de Formaverse, cette Exactement. école dont on va parler dans un instant si vous voulez bien. D'abord, on regarde le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy et sa série La famille tout écran. On regarde ensemble un nouvel épisode. C'est qui, lui? Oula, si tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Bah ok, je comprends mieux pourquoi t'as pas d'amis. N'importe quoi, j'ai plein de potes, moi. Bah, déjà, il y a Hervé. Et? Et il y a maman. Ouais, donc c'est ce que je dis, t'as pas d'amis. Bon, je vois bien que je te saoule, là. Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement. Bienvenue dans le grand jeu. Dois-je accepter cette demande d'amis? Juliette, êtes-vous prête? J'ai pas vraiment le choix. Je reçois une demande d'amis d'un copain de ma classe que je vois tous les jours, que je connais. J'accepte ou pas? Oui, j'accepte. Bonne réponse! Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et comme par hasard, il a les mêmes goûts que vous. J'accepte ou pas? Non, je refuse. Bonne réponse! Attention, dernière question. Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa? Non, alors là, c'est la honte. On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts, par texto, sur les réseaux sociaux, par les consoles, les tablettes, les jeux. Il ne faut pas accepter en ami une personne que l'on ne connaît pas. C'est très risqué. Papa, arrête de m'envoyer des invitations. Allez, sois sympa, accepte-moi. J'ai que 2 amis. Allez, autre chose à présent. Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron, le président de la République, annonçait sur le salon Vivatech le lancement d'un nouvel appel à projet et un plan d'aide financière de 200 millions d'euros pour soutenir la culture immersive et le métavers. Mais alors justement, le métavers, ça va être l'objet de notre émission aujourd'hui. Et qu'est-ce que cette technologie implique dans l'enseignement et l'éducation supérieure? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et à nos côtés aujourd'hui pour en parler, Rudy Azout. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président de cette école, justement, qui a tout misé sur le métavers. Vous venez de vous lancer, vous cherchez d'ailleurs et vous appelez quelque part les élèves à vous rejoindre pour cette prochaine rentrée en septembre. Est-ce que vous voulez bien justement nous présenter en quelques mots Formaverse? Bien sûr, tout à fait. Alors Formaverse, donc là aujourd'hui on est dans l'émission L'école du futur. Et ben pour nous c'est vraiment l'école du futur. Donc on est une école de commerce innovante. Innovante parce que justement on s'est basé sur ces nouvelles technologies, sur le métaverse, et donc on a décidé d'ouvrir un campus qui est donc 100% en ligne dans le métaverse, dans lesquels les étudiants vont pouvoir venir assister à des cours comme ils le feraient dans un campus physique, en pouvant échanger avec les autres étudiants et les formateurs à l'oral, en direct, comme on le fait aujourd'hui. Donc ça veut dire que concrètement, tous les élèves, ils ont un casque, ils sont chez eux et ils suivent la formation Alors non, il n'y a pas de casque VR, tout est fait depuis l'ordinateur. Aujourd'hui, je pense que la technologie de la VR n'est pas encore assez développée pour qu'on puisse demander à des étudiants de porter un casque pendant 8 heures dans une journée. Donc non,
le moment, c'est pas possible, hein, peut-être par la suite. Oui, puis ça a un coût aussi, c'est vrai. Et puis ça a un coût, effectivement. Effectivement. Donc là, non, c'est accessible depuis un ordinateur avec un clavier, une souris, voilà, très simplement. Qu'est-ce qui vous différencie d'une autre école de commerce par rapport au-delà, ce que je veux dire, au-delà du métavers? Qu'est-ce qu'on peut apprendre chez vous à partir de septembre? Alors à partir de septembre, on ouvre notre première promo donc de BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client, donc qui sera en alternance. Et puis c'est vrai que nous, je pense que vous l'avez compris, on est très fan des nouvelles technologies et on veut absolument former nos étudiants à l'utilisation de ces nouveaux outils parce qu'on sait que c'est un enjeu majeur dans le monde professionnel d'aujourd'hui et surtout de demain. L'avantage du métavers aujourd'hui par rapport à l'éducation et à la méthode d'enseignement traditionnelle dans le supérieur, qu'est-ce qui vous a donné envie, si vous voulez, d'utiliser cette technologie en particulier pour créer votre école? C'est vrai que nos valeurs, on est surtout sur l'accessibilité et l'inclusivité, justement. L'accessibilité parce que grâce à cette technologie, on peut faire une formation qui est 100% en ligne et qui est accessible de partout en France, j'ai même envie de dire partout dans le monde, mais pour le moment on se concentre sur la France. Hein. Ouais. Et puis c'est vrai que par rapport aux autres écoles qui sont 100% en ligne, il y a certains avantages liés au métaverse, notamment il y a des études qui ont été faites de sciences cognitives qui ont prouvé que le métaverse permet un sentiment de tridimensionnel, de présence de soi et de présence de l'autre qui va favoriser et qui va la transmission de savoir en fait. Et vous n'avez pas peur que, parce que c'est une question qu'on peut se poser de manière très transparente, que vos élèves, vos futurs élèves qui vont rentrer dans votre école à partir de septembre, vont peut-être vous reprocher le manque de contact physique aussi, l'absence d'un campus comment vous palliez à ça? Justement, moi je pense que c'est un peu l'inverse, on va dire, hein, si on se compare avec d'autres écoles en ligne où il n'y a pas réellement de contact humain, c'est de la visio, où ils sont avec des centaines de personnes en visio, puis on leur dit si vous avez une question, vous envoyez un mail, on vous répond sous 48 heures. Non, là, c'est pas le but. Là, tout le monde est connecté en live. On peut échanger à l'oral. L'étudiant, il lève la main pour que le formateur lui donne la parole. Il pose sa question et le formateur lui répond directement. Et ces formateurs, justement, qui sont-ils? Alors, ce sont des professionnels en activité pour la plupart, hein, qui sont expérimentés, justement, pour le coup, sur le BTS NDRC. On a reçu énormément de candidatures. On a été un peu victime de notre succès. Parce que c'est un métier aussi quand même différent, à la fois évidemment d'enseigner dans une école de commerce, mais encore plus avec cette technologie qui fait votre différence, non? Exactement. C'est pour ça que quand on a fait nos recherches, on a essayé de trouver vraiment des profils qui sont eux aussi adeptes des nouvelles technologies, qui ont l'habitude de l'enseignement en ligne et qui savent rendre un cours assez interactif et engageant. Selon les chiffres, Rudy, récemment présentés par Altindex, le marché mondial du métavers à vocation éducative devrait atteindre les 25 milliards de dollars d'ici à 2030. Il y a 2 ans, c'était beaucoup moins, c'était 1,7 milliard de dollars. Les experts parient actuellement sur une croissance exponentielle dans les 5 prochaines années de ce numérique éducatif via le métavers. Est-ce que vous aussi, vous y croyez? Tout à fait, bien sûr. Comme vous l'avez expliqué au début, il y a eu un faux départ au démarrage. Et c'est ce qui arrive avec pas mal de nouvelles technologies, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a des gros acteurs qui sont arrivés sur le marché et que les technologies ont pu évoluer et que c'est devenu beaucoup plus accessible au grand public, là, on est sur une nouvelle démarche. Le métavers, parce que c'est une question qu'on pourrait se poser aussi, le métavers, aujourd'hui, on n'entend plus parler. On en entend quand même un peu parler. Parce que, non, mais on a l'impression qu'effectivement, et je l'ai dit dans mon introduction, vous avez raison, que ça a été un vrai boom il y a 3 ans quand Mark Zuckerberg a annoncé ça. C'était franchement révolutionnaire. Tous les médias en faisaient des émissions sur le sujet. Et là, on a l'impression qu'on entend... Enfin, par rapport à l'intelligence artificielle générative, par exemple, et par rapport à d'autres technologies, le métavers, on se demande même si les entreprises utilisent encore cette technologie, alors qu'avant, il y avait même des centres commerciaux dans le métavers qui étaient montés, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un tout petit peu en retard ou c'est un risque à contre-courant? Je pense que c'est l'inverse, justement. Eux, ils étaient en avance et nous, on arrive au bon moment. Il y a Microsoft aussi, d'ailleurs, qui s'est mis un peu sur le sujet avec Mesh. Et je pense qu'on arrive au bon moment, au moment où la technologie permet d'accéder à ce métaverse assez facilement. C'est vrai que si on imagine le métaverse toujours avec le casque VR,
C'est vrai que c'est un peu compliqué pour le moment, la technologie n'est pas au point, mais depuis un ordinateur, dans le cadre de l'éducation ou même dans le cadre professionnel, je pense notamment au télétravail. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui utilisent le métaverse pour le télétravail, en fait, plutôt que de laisser les employés livrés à eux-mêmes en autonomie. Ils ont une meilleure visibilité de ce qui se passe. Et c'est un peu le même principe dans l'éducation. Qu'est-ce que ça apporte en plus, alors, le métaverse? Justement, vous dites, si je prends par exemple l'exemple des confinements à succession qu'on a pu vivre dans les années 2020-2021 avec la crise sanitaire, effectivement, les élèves étaient chez eux à faire leurs cours, etc. Mais qu'est-ce que vous apportez de plus grâce au métavers? Peut-être du temps d'écran en plus, mais au-delà de ça, est-ce que c'est plus immersif? Qu'est-ce que vous allez justement dire à vos élèves que vous êtes en train de recruter en ce moment en disant, mais nous, c'est différent? Alors nous, c'est différent parce que c'est, comme vous l'avez dit, plus immersif. Il y a des études qui ont été faites qui l'ont prouvé que c'était bénéfique justement pour l'apprentissage. À part ça, il y a aussi cet aspect où il y a un contact humain, une sorte de contact humain, où on va pouvoir échanger avec une personne en live. Il y a le son spatialisé qui fait que si je me déplace à droite ou à gauche, je vais entendre telle ou telle personne. C'est assez bluffant quand on l'utilise. Il y a énormément de fonctionnalités qui ont été faites spécialement justement pour l'éducation. D'accord. Donc, c'est des salles de classe. Voilà, l'étudiant est assis sur sa chaise. Le formateur peut l'inviter à venir au tableau pour présenter un devoir. C'est vraiment bien fait. Il faut le tester pour le voir. Et on a vu quelques images d'ailleurs. Ça veut dire que vous avez créé en 3D un campus imaginaire comme on le voit ici. On rentre dans le campus, on peut rentrer dans les salles de classe, échanger avec les enseignants, c'est ça? Exactement. Donc il y a des travaux collaboratifs. En plus de ça, le campus pour le coup sera accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc les étudiants peuvent s'y retrouver après les cours pour tout simplement parler ou pour travailler sur un devoir par exemple. D'accord. Il y a énormément de fonctionnalités. En plus de ça, nous on se focalise aussi sur l'alternance et c'est vrai que à l'ère du télétravail, il y a pas mal d'entreprises qui souhaitent recruter des étudiants en alternance en télétravail. Donc c'est assez délicat parce qu'il faut en même temps leur faire confiance pour être en autonomie. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de mettre à disposition des bureaux dans le campus virtuel, dans le métaverse, pour ces entreprises-là qui souhaitent recruter des alternants en télétravail. D'accord. Pour que l'alternant puisse être à son bureau, travailler comme il le ferait dans un bureau en physique, et que son maître d'apprentissage en entreprise ait lui aussi accès au métaverse et qu'il puisse échanger avec l'étudiant en temps réel, qu'il puisse en fait aller à son bureau, lui parler, écouter ce qu'il dit, lui demander de partager son écran pour voir ce qu'il fait sur son ordinateur, ou lui-même partager son écran aussi pour le former à un aspect en particulier dans le cadre de ses missions. Voilà, tout ça est très complet. Donc, il y a peut-être de la formation aux nouvelles compétences aussi dont les jeunes auront besoin, j'imagine, au-delà de leur alternance dans le métier qu'ils vont exercer c'est bien ça. Plus tard. Bon, Rudy, ce que je vous propose, c'est de continuer à en parler dans un instant ensemble. Ouais. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Rudy Azout. Rudy, juste avant de reprendre nos échanges sur le métavers et l'enseignement supérieur, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'art urbain, oui, mais à l'heure du numérique et des réseaux sociaux. Absolument, parce que c'est en effet le sujet de l'exposition Loading qui a actuellement lieu au Grand Palais Immersif à Paris. Et le commissaire d'exposition, Christophe Amadeo, eh bien, il pose la question du lien entre ces deux domaines à travers deux évolutions majeures qui sont arrivées pour et par la diffusion du numérique dans le domaine du graphe. La première, c'est l'utilisation de la nacelle qui a permis de passer de l'échelle de la simple signature murale à celle de fresques monumentales. La deuxième, c'est l'apparition du drone dans le domaine du graphe qui, par ses vues de ciel, eh bien, a encouragé les artistes à faire éclater le cadre en peignant sur plusieurs immeubles à la fois, ou on l'a vu sur des paysages eux-mêmes, et le tout évidemment vu du ciel et presque invisible depuis le sol lui-même. Autant d'aspects donc qui ont modifié l'art urbain et sa réception. Vous voulez dire que le mur d'hier, c'est devenu le wall d'aujourd'hui des réseaux sociaux ? Le wall, pardon. Absolument, la photographie. C'est clair. Le fait, en fait, qu'elle est, comme le graphe, l'empreinte d'un passage, eh bien, depuis le début de l'histoire de la photo, en tout cas depuis les années 30, eh bien, la photographie, elle est très, très étroitement liée au graffiti. Et ce, donc, depuis que le photographe Brassailles à lui-même, dans les années 30, eh bien, c'est un photographe proche des surréalistes, il a traqué quasiment tous les murs de Paris pour, justement, rechercher des dessins. Et ça continue avec l'âge d'or du graffiti à New York. On voyait ici Martha Cooper, puis Alex Faxo, ces photographies qui se concentrent sur les graffeurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, eh bien, leur reproduction donc des graphes a même été intégrée à Google Street View, qui propose en fait de faire un tourisme numérique à Baltimore. On le voyait ici en Street View, en vue intégrée à la recherche des fresques murales des artistes réalisées là-bas. Et donc cette empreinte photographique du numérique, elle est vachement importante parce que les graffitis généralement ont vocation à disparaître. Donc les écrits partent et les photographies restent. C'est une technologie, Jeanne, qui permet aujourd'hui, vous disiez, un agrandissement des échelles, à des échelles inédites. Oui, j'ai brièvement évoqué le drone et c'est en effet un nouveau partenaire essentiel des graffeurs qui permet en fait de grandir l'impact du message à mesure que l'échelle de l'homme diminue. On voit là une œuvre du collectif écologiste One Up en lien avec justement cette essence de l'art urbain qui repose sur l'importance de l'action, généralement clandestine, qui est presque aussi importante parfois que le résultat lui-même. Et le drone, il va aussi permettre de jouer sur le point de vue, comme avec l'œuvre de El Cid au Caire. C'est une œuvre où on peut lire une inscription qui dit « Quiconque veut voir clairement la lumière du soleil doit d'abord s'essuyer les yeux ». Chacun comprend ce qu'il veut. En tout cas, c'est une phrase de saint Anastase d'Alexandrie. C'est un évêque copte, dans ce quartier lui-même copte du Caire, et qui en fait s'est spécialisé dans le traitement des déchets, donc a été marginalisé, et là dont on lui redonne une sorte de magnificence. Et c'est l'occasion de voir vraiment le graphe comme un palimpseste. C'est vraiment une deuxième couche sur celle de la ville qu'on reçoit avec ses architectures, avec son réseau de signes, avec ses usages, sur lequel on rajoute évidemment l'autre couche du graffiti. Donc on est là, Jeanne, avec vous sur l'importance du numérique dans la captation et dans la diffusion, mais est-ce qu'il y a aussi un usage dans la création ? Alors particulièrement si on revient sur les évolutions technologiques plus récentes, l'évolution du graphe, elle partage avec celle-ci l'utilisation massive, l'utilisation populaire des technologies. Et cette histoire, elle commence dans les années 80 à New York, au moment où une publicitaire américaine de Times Square a l'idée, pour les panneaux composés de 8000 ampoules électriques de Times Square, d'inviter des artistes contemporains. Et elle va choisir les pionniers du street art. L'un d'entre eux n'est autre que Keith Haring, qui montre donc ces scènes toutes simples qu'on connaît avec ces traits cartoonesques qui apportent le dynamisme à de simples figures linéaires. Et forcément, le numérique, il évolue et donc les graffeurs, ils vont suivre ces évolutions. Si on prend par exemple les GIFs, les graffeurs vont investir les GIFs. Il y a notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Insa, qui va créer ce qu'il a nommé des GIFitis. Et oui, c'est un mélange entre graffiti et GIF, vous l'aurez compris. Et c'est un peu l'ancêtre des timelapses qui sont aujourd'hui légion sur les réseaux pour montrer l'évolution de la création d'un tag. Et évidemment, si je vous dis évolution de la technologie, Philippine, et qu'est-ce qu'on a naturellement après sujet de notre émission. Réalité virtuelle ou augmentée. Tout à fait, c'est en tout cas le pari d'un artiste mexicain qui s'appelle Said Dawkins. Lui, il va explorer la réalité augmentée
par la photo d'ailleurs, d'abord, l'artiste en fait, il fait une chorégraphie d'écriture avec un appareil lumineux et le tout est photographié avec un temps de pause hyper long qui fait que le tableau il reste comme ça fantomatiquement dans la ville et ça ramène encore plus à cette idée dont on parlait tout à l'heure de passage, de traces véhiculées par le graffiti, de traces de l'homme, de passage de l'homme et cette pratique, elle l'a amené naturellement à être repérée par les équipes de Google quand ils ont créé la Tilt Brush. C'est en fait une tech qui permet de faire des tags avec des manettes et un casque en VR. Et on voit là ce qu'on peut faire en bas dans le style de Saïd Dawkins. Bref, et c'est tout le message en fait de cette exposition au Grand Palais Immersif, c'est l'adaptabilité du tag. C'est que à l'heure, ce qui fait aussi que à l'heure où aujourd'hui on sent certains pensent que le tag est un peu menacé du fait du délaissement de l'écrit pour le clavier, oui. Ce qui fait que ça peut donner aux amateurs un espoir de voir cette pratique longtemps prospérer. Bah oui, merci beaucoup Jeanne. Rudy, est-ce qu'un jour on pourra faire dans format verse du, comment vous appelez ça, du tilt brush? Du tilt brush, du tilt brush, ouais. Exactement. Pourquoi pas, bah oui. J'ai remarqué que vous disiez GIF, et moi je dis wall. C'est génial. Ah, on dit GIF? Je sais pas. Ah, je me suis fait tromper. On va réviser. Non. Sujet d'une prochaine émission. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour cette chronique. Et puis, donc, justement, on va retourner dans le métavers avec notre invité tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec vous, Rudy Azout. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président de cette nouvelle école format verse pour laquelle vous recherchez activement des étudiants. Comment vous faites d'ailleurs pour vous y prendre? Alors j'imagine que vous profitez notamment de l'exposition médiatique que vous avez pour les trouver, mais vous n'étiez pas sur Parcoursup cette année. Non, étant donné que c'est notre première année, on ne pouvait pas être sur Parcoursup. L'année prochaine. Pour le moment, on utilise les réseaux sociaux. On a notre site internet qui est quand même assez bien référencé et qui nous permet d'avoir une certaine visibilité. Donc on a pas mal de candidatures, on va dire, spontanées, organiques, d'étudiants qui... en fait, le concept les a intrigués, donc ils nous appellent, ils essayent de se renseigner. Et c'est vrai que quand on fait un entretien d'admission dans le métaverse, parce que même l'entretien se fait dans le métavers. Tout à fait. Comment ça se passe alors? Est-ce qu'ils se connectent et puis ils vous voient en 3D et ils échangent? Exactement. C'est assez simple, il n'y a rien à installer. En 3D? Et moi, je les vois en 3D aussi. En fait, ils peuvent créer leur avatar en prenant un selfie, une photo d'eux, et ça leur crée leur avatar. Alors, pour l'entretien d'admission, ils ne sont pas obligés de le faire. Il y en a qui vont utiliser l'avatar par défaut, on va dire. Mais vous ne les voyez pas en visio, c'est ça que... Je ne les vois pas en visio, non. Je ne les vois pas en visio. Bien sûr, ils remplissent un dossier de candidature. On étudie chaque candidature. Mais non, ce n'est pas de la visio, c'est vraiment dans le métaverse. Et ça suit les mouvements qu'on fait? Enfin, comment est-ce que vous réussissez à suivre le corps de... Alors, actuellement, ça ne suit pas les mouvements. C'est un sujet, pour le coup, sur lequel les développeurs travaillent. Mais pour le moment, non. C'est-à-dire que quand on parle, l'avatar va faire des mouvements assez aléatoires, on va dire. Mais quand il parle, on va voir bien sûr les lèvres bouger. C'est assez bien fait. Comment vous gagnez de l'argent aujourd'hui, Rudy, ou comment vous allez gagner de l'argent? Parce que c'est des coûts de développement, on imagine, qui sont faramineux, parce que c'est une technologie, il faut quand même le dire, qui est encore loin d'être accessible, qui est coûteuse, qui demande énormément de développement aussi. Bien sûr. Comment vous y prenez? Alors nous, on n'a pas développé la solution en interne. On fait appel justement à un prestataire, tout à fait. Maintenant, effectivement, l'alternance, la formation et notamment l'alternance, c'est financé par les OPCO, les opérateurs de compétences des entreprises. Et c'est comme ça qu'on gagne notre argent concrètement. Parce que vous dites sur votre site internet que vos formations, elles sont gratuites et en plus rémunérées. On se pose la question. C'est le principe de l'alternance. Elle est gratuite, alors il faut faire attention, il y a un petit astérix. Elle est gratuite pour l'apprenant, pour l'étudiant. D'accord. Ensuite, il y a des écoles qui vont demander aux entreprises qui recrutent des alternants de financer l'éventuel dépassement de prise en charge OPCO, c'est-à-dire que si la formation coûte plus cher que ce que finance l'OPCO, ils vont demander à l'entreprise de compléter. Nous, on s'engage à ne pas le faire. On s'engage à ne pas prendre d'argent au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et simplement prendre le financement OPCO qui a été déterminé par les régions.
Donc il n'y a pas de frais de scolarité pour les apprenants, qu'on soit... Il n'y a pas de frais de scolarité, non. Bon, vous proposez, donc on l'a dit, des formations en alternance. Vous travaillez aussi avec des entreprises partenaires aujourd'hui, vous en cherchez? Tout à fait. Quelles sont ces entreprises? On travaille avec des entreprises partenaires, on en cherche aussi. D'ailleurs, on organise une journée porte ouverte le 12 juillet, vendredi 12 juillet. Donc on a invité les entreprises, les étudiants à venir, à s'inscrire pour cette journée porte ouverte via notre site internet. Dans le métavers, du coup? Dans le métaverse. Toujours. Journée porte ouverte virtuelle. D'accord. et donc on va avoir l'occasion de présenter justement le campus virtuel, de leur faire visiter un petit peu les différentes salles, différentes fonctionnalités, de parler un peu de Formaverse, de nos missions, de nos valeurs. Et on aimerait aussi faire une partie networking, job dating, où les entreprises rencontrent les étudiants et pourquoi pas recruter justement un alternant. Mais est-ce qu'à un moment, une entreprise ne va pas vous dire « mais moi j'ai besoin de le voir, cet étudiant, j'ai besoin de même ne serait-ce qu'en visio, mais j'ai besoin d'échanger avec lui, j'ai besoin de... » Il y a une partie de feeling aussi quand on recrute quelqu'un. Une partie de feeling. Après, ils peuvent très bien se mettre sur un bureau et partager leur écran. C'est-à-dire que dans le métaverse lui-même, ils peuvent se mettre sur un bureau sur lequel il y aura des écrans posés et ils peuvent décider de partager leur webcam sur les écrans. D'accord. Et là, pour le coup, ils se verront comme s'ils étaient en visio. C'est pour juste histoire de voir. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ça vous tenterait d'ailleurs, Jeanne, de faire une formation dans le métavers? Ah, pas trop. Moi, j'aime le corps humain et tous mes sens réunis, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être la limite. Enfin, on vous souhaite évidemment tout le bonheur du monde et tout le succès que vous méritez. Est-ce qu'on peut tomber amoureux dans le métavers, par exemple? Pourquoi pas? C'est une excellente question. C'est vrai, tout est tellement virtuel. C'est vrai que ça paraît aujourd'hui, il y a 3 ans, comme vous l'avez dit, on en a parlé, c'était vraiment un boom, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que tout ça est possible? Est-ce que les gens vont pouvoir s'y plaire? Ça vient, vous voyez, avec plein de questions éthiques aussi. Bien sûr. De se dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens ne vont pas s'ennuyer? Est-ce qu'ils ne vont pas se lasser aussi de leur formation? Parce que, c'est vrai que, comme vous disiez, Jeanne, le contact humain, il est super important, quoi. Et est-ce que ça ne va pas invalider presque le rapport qu'on a au réel, quoi? C'est-à-dire, est-ce que si c'est plus excitant dans le métavers, est-ce qu'on va pas être déprimé dès qu'on sort de chez soi? On va dire que si on le compare aux autres méthodes d'enseignement en ligne actuelles, c'est l'effet inverse, justement. On se rapproche du contact humain. Parce qu'aujourd'hui, les formations qui sont 100% en ligne, ça va être de la visio, ou ça va être une visio où il y a 40 personnes en même temps qui sont en visio. En fait, le formateur, il ne les voit pas. Il peut pas voir, il peut pas parler à une personne en particulier. Oui, mais c'est vrai que les autres voient les émotions. Vous voyez, quand on voit un visage... Les autres voient le formateur, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Alors, le formateur peut très bien aussi partager sa webcam au tableau. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais c'est pas le but pour moi. Pour moi, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils puissent partager au tableau les supports pédagogiques. Ouais. Et c'est ce qui va compter le plus. Il va pouvoir parler directement à l'oral. Il va pouvoir voir l'avatar des étudiants lever la main s'ils veulent poser une question. Il peut leur donner la parole, les inviter au tableau. C'est ça, pour moi, le futur de l'éducation. De l'éducation. Bon, alors justement, dernière question, et après on termine, parce qu'on doit rendre l'antenne. Comment on rejoint Formaverse, là, si je veux vous rejoindre pour la rentrée de septembre? Alors, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et vous inscrire, demander à être appelé par un conseiller ou directement candidater. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre journée porte ouverte du 12 juillet, pendant lesquelles on va pouvoir faire des entretiens d'admission à la suite de cet événement. Merci. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter au téléphone ou par mail. Toutes les informations sur votre site. Exactement. Toutes les informations sur Google, sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, en tout cas, Rudy Azout, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous présenter justement Formaverse, votre école, on l'a rappelé, et puis pour nous parler justement le futur de l'éducation. Est-ce qu'il est dans le métavers? On verra ça. Vous viendrez l'année prochaine, la saison prochaine, pour nous parler justement. On pourra même le faire dans le campus virtuel. Voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, en tout cas, Rudy. Avec Merci plaisir. à vous, Jeanne, aussi, d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, vous le savez, rendez-vous dès demain, 12h30 sur School TV, comme tous les jours. Et d'ici là, passez une très bonne journée.